Et bienvenue Bonjour. pour ce nouveau webinaire. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je vous présente Rémi et moi, Mélodie. On va vous accompagner aujourd'hui dans ce webinaire qui est une introduction à Kubernetes. Salut Greg, on voit que les fidèles sont au poste. Donc, comment est-ce que ça va se dérouler? Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation de Scaleway très rapide. Et ensuite, Rémi va pouvoir passer aux choses sérieuses et vous présenter Kubernetes. Quelques petites règles, une petite mise au point par rapport à la plateforme pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous avez le chat sur la droite où vous pouvez intervenir sur le chat à tout moment. N'hésitez pas, au contraire, c'est fait pour ça. Il y a Maxime qui est là en tant que modérateur ainsi que Emma, Colline pour pouvoir vous aider à répondre à certaines questions, vous apporter des liens utiles, etc. Juste à côté du chat, vous avez l'onglet questions où vous pouvez poser à n'importe quel moment vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Et Rémi reviendra à la fin sur toutes les questions une à une pour pouvoir répondre au mieux si vous avez des interrogations. Il y a aussi le petit onglet sondage qui est très important parce qu'on va vous mettre tout au long du talk des sondages pour savoir appréhender un petit peu votre niveau. Et Rémi pourra aussi, du coup, plus accentuer certaines choses en fonction des réponses qu'on aura ici. Bonjour à tous, installez-vous. Et voilà. Sinon, vous aurez aussi un autre sondage qui sera celui-là dans le chat à la fin pour savoir si ça vous a plu, si vous avez des axes d'amélioration à nous conseiller. Et également, si jamais vous devez partir à n'importe quel moment, ce n'est pas très grave parce que toute cette visioconférence est enregistrée et elle sera diffusée ensuite sur notre chaîne YouTube. Voilà, je crois que c'est tout pour tout ce que j'avais à vous dire. Sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter Scaleway. C'est une courte présentation qui va durer environ quelques minutes pour essayer de vous contextualiser un petit peu qui on est. Et ensuite, pour Rémi, ça va durer environ 45 minutes, 50 minutes, la présentation. Voilà. Tac. Tout le monde nous entend bien? Je ne vous ai pas demandé. Je pense que oui. Dites-nous. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que ça se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Top. Alors, dites-moi si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Rémi, tu me dis? Oui, non, tout va bien. Tout va bien? Parfaitement. Ouais. Il est assorti à mon t-shirt, à mon polo. Moi aussi, c'est marrant. Il y a une cohérence d'un point de vue couleur. Je pense que tu as copié sur ma tenue aujourd'hui, mais bon. Clairement. C'est vrai que le violet, ça va avec tout. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Scaleway, qui sommes-nous? Donc, Scaleway, en fait, on est une filiale du groupe Iliad. On est un fournisseur européen d'infrastructures cloud et on est pionnier dans le bar métal. Pour vous donner quelques chiffres afin de nous référencer sur le marché, on est neuvième fournisseur de cloud mondial et deuxième fournisseur européen de cloud public. Aujourd'hui, on a la chance d'être entouré de plus de 250 collaborateurs. Cette histoire a commencé avec une petite dizaine de poignées de personnes. On a aussi 5 data centers et on est présent dans plus de 160 pays, donc une présence à l'international qui s'accroît. Pour vous présenter très rapidement nos 3 grandes marques, donc Scaleway, c'est notre marque mère, et en dessous, on a 3 grandes marques qui sont Scaleway Data Center, où on va pouvoir avoir des infrastructures privées, vous allez pouvoir avoir des conseils en architecture, de tout ce qui va être autour du data center. Ensuite, Scaleway Dedibox, qui était anciennement online, vraiment notre marque historique, avec tout ce qui est service de serveurs dédiés. Et ensuite, Scaleway Element, où on a tout l'écosystème de cloud public, où on a tous nos techs sont en train de développer tous les produits qui permettent à vos instances de fonctionner. Pour revenir très rapidement sur Scaleway Element et vous donner un petit peu la variété de produits que l'on peut avoir, tout est en grande famille. Donc, vous avez Compute, vous avez Storage, qui va être attrait à tout ce qui est le stockage, Network, IoT, intelligence artificielle et tout ce qui est autour des outils, notamment Compute, des API, etc. Donc, voilà, en gros. Certains produits sont en early access, bêta, etc. Et certains produits sont sortis notamment cette année.
Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un petit peu l'avancée de tout ça. Pour vous donner un exemple de certains clients qui nous font confiance et vous montrer qu'on a des variétés de domaines qui sont complètement différents, voilà quelques exemples de marques qui nous font confiance et avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et voilà, je vous avais dit, c'est tout. C'était une petite présentation rapide. Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur notre Twitter. On est très, très actifs. On fait aussi des pages Meetup. Quand on n'est pas confiné, on fait pas mal de Meetup aussi. Et voilà, évidemment, on fait aussi beaucoup de webinaires pendant ces périodes-là. Je vais laisser le soin à Maxime de vous mettre les liens si ça vous intéresse d'avoir à peu près une visibilité des prochains webinaires, sachant qu'il y en a 3 cette semaine. Donc, vous en avez un avec Rémi aujourd'hui, vous en avez un autre cet après-midi avec Patrick, qui va être une version Kubernetes, mais plus experte. Et on a aussi un autre webinaire Bar Metal dès jeudi à 9h. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer, au contraire. Et oui, Greg, même le matin, aux aurores, mais juste avant le travail, au moins, comme ça, il y a le cerveau qui est en ébullition et voilà. Si tu es prêt, Rémi, je te passe la main. Oui, on va y aller. Alors, attends. Activer le partage d'écran, ne pas se tromper de fenêtre. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je suis en mode... Moi, est-ce que tu me confirmes que tu vois mon joli écran et que moi j'ai mes notes présenteurs? Ouais, je vois ta superbe image faite par notre illustrateur de talent d'ailleurs. Oui. Donc il faut le remercier d'ailleurs. Il s'appelle Monsieur Peintre, Marc-Étienne de son prénom, et oui. Il est extrêmement talentueux. Vraiment, c'est une chance de l'avoir. Et toute l'équipe qui est avec. Toute l'équipe, ouais, d'ailleurs, l'équipe artistique et la direction artistique de Scaleway est absolument remarquable. Il faut absolument le noter. Bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous faire aujourd'hui cette présentation sur Kubernetes, une introduction. Alors, les slides seront en anglais, mais la présentation sera en français. Et elle devrait durer un peu moins d'1 heure, probablement 45 minutes. Et à la fin, il y aura du temps pour les questions. Et il y aura peut-être éventuellement du temps pour qu'on vous montre à quoi ressemble Capsule, donc notre offre Kubernetes Manager. Donc, commençons. D'abord, qui je suis? Alors, moi, mon nom, c'est Rémi Léon. Je suis Cloud Developer Advocate à Scaleway et je m'occupe de la traduction en français de la documentation de Kubernetes. Donc, si vous voyez des pages en français sur le site officiel de Kubernetes, c'est probablement moi et mes petits copains qui la traduisons et on est environ une centaine à aujourd'hui s'occuper de ça. Et si ça vous intéresse de traduire de la documentation en français, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous rencarderai dans les plus brefs délais. Alors, l'agenda pour aujourd'hui. On va faire d'abord un petit rappel sur les conteneurs. Donc, on va essayer d'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est un conteneur et quel problème ça résout. Après, on ira un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est Kubernetes. On ira après dans l'architecture plutôt générale de Kubernetes et après, on ira un peu plus dans les détails des concepts et des ressources qui existent au sein de Kubernetes. Donc, on va commencer avec les conteneurs et faire une petite introduction sur les conteneurs. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle autant de conteneurs? Eh ben, ça vient de l'industrie du transport, et ça vient du transport maritime notamment. Et donc, si vous voyez des logos de baleines, des logos de capitaines, de navires, il faut bien comprendre que c'est thématique avec cette idée des conteneurs qui sont utilisés dans le transport et dans la logistique à travers le monde. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un conteneur? Un conteneur, c'est un objet qui vous garantit d'avoir une portabilité, c'est-à-dire que si vous avez un bateau qui peut contenir des conteneurs, il pourra contenir votre conteneur. Donc, la seule chose qui vous intéresse quand vous voulez créer un conteneur, c'est être sûr qu'il pourra être sur n'importe quel moyen de locomotion qui a de la portabilité. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dans un conteneur. Vous pouvez mettre des cartons de bananes, des cartons d'iPod, des cartons d'ordinateur ou de ce que vous voulez. Ça tiendra dedans. Ça a une taille standard. C'est pour ça que toutes les boîtes se ressemblent, qu'elles ont à peu près toute la même taille et qu'elles ressemblent à des Lego. C'est qu'elles ont une taille qui est complètement standardisée.
Vous pouvez en mettre plusieurs sur un même moyen de transport. Donc, typiquement, un porte-conteneur, il peut avoir des milliers de conteneurs qui sont dessus. Et en particulier, quelque chose qui est très important, c'est que les conteneurs sont isolés les uns des autres. C'est-à-dire que si vous avez une caisse de bananes à l'intérieur d'un conteneur et une caisse de pommes à l'intérieur d'un autre conteneur, bah, la banane et la pomme vont pas interagir ensemble. Donc, cette isolation, elle est vraiment importante. Si on transpose ça dans le domaine du logiciel, on a cette même notion de portabilité qui est présente. C'est-à-dire qu'on souhaiterait que nos applications et nos logiciels puissent s'exécuter sur n'importe quel environnement qui peut exécuter des conteneurs. On souhaiterait avoir une grande variété de logiciels qui peuvent tenir dans ces conteneurs. Donc, si vous avez une application qui est en PHP, en Ruby, en Python, en Go, en Node.js ou que sais-je, on aimerait qu'elle puisse tenir dans une sorte de conteneur qui garantirait qu'elle pourrait s'exécuter n'importe où. On aimerait avoir un format standard, de telle sorte qu'on n'est pas dépendant d'un vendeur de conteneurs en particulier. Et on aimerait pouvoir mettre également plusieurs conteneurs sur un même nœud physique, de telle sorte d'avoir une plus grande efficacité des ressources. Et en particulier, cette isolation qu'on voulait avec les conteneurs dans le transport maritime, on veut également l'avoir dans le logiciel. Si vous avez un logiciel qui se fait pirater, vous ne voulez pas qu'il puisse être utilisé comme pour pirater un autre. Donc, on aimerait avoir une isolation forte au sein des conteneurs. Cette isolation, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut comprendre au sujet des conteneurs. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que c'est un conteneur? C'est quelque chose qui sert à mettre dans un espèce de package du code et des dépendances ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un conteneur, vous vous moquez de savoir comment c'est préparé. Vous savez juste que tout ce qui est nécessaire pour que l'application tourne est directement à l'intérieur du conteneur. Un conteneur, ça peut s'exécuter n'importe où il y a un runtime de conteneur et vous pouvez exécuter plusieurs conteneurs sur une machine physique. Alors, si vous avez un peu d'expérience dans le domaine de la virtualisation, peut-être que cette description vous rappelle un peu les machines virtuelles. Les machines virtuelles sont quelque chose qui est assez proche finalement, parce que vous avez une sorte d'application qui est packagée à l'intérieur d'une machine virtuelle. Vous avez le système d'exploitation et les logiciels qui sont mis ensemble. Ça peut s'exécuter n'importe où les machines virtuelles peuvent s'exécuter. Donc, il suffit juste d'avoir un hyperviseur qui fait tourner cette machine virtuelle et dans l'ensemble, elle tournera. Et vous pouvez avoir plusieurs machines virtuelles sur une même machine physique. Vous pouvez avoir une réutilisation de vos ressources hardware. Donc, comment ça marche une VM? Une VM, en fait, elle va utiliser un logiciel qui s'appelle un hyperviseur. Et cet hyperviseur va proposer une couche entre la machine virtuelle et le kernel qui est en dessous. C'est-à-dire que la machine virtuelle va penser qu'elle est dans un ordinateur, alors qu'en fait, elle s'exécute dans un logiciel. Et l'hyperviseur va faire l'émulation des appels système et faire croire à la VM qu'elle s'exécute dans un ordinateur. Vous avez plusieurs types de systèmes d'exploitation qui peuvent tourner dans une machine virtuelle. Vous pouvez par exemple avoir une machine Windows qui s'exécute sur un autre Linux. Mais cette VM, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer une VM, vous allez devoir payer à la fois pour le coût de l'hyperviseur et pour le coût du système d'exploitation qui est dans la VM. Donc en termes d'efficacité, ça ne sera pas aussi efficace qu'un conteneur. Un conteneur, qu'est-ce que c'est? Ça va uniquement mettre les applications et les dépendances de votre application à l'intérieur du conteneur et ça va s'exécuter sur le même kernel que la machine. C'est-à-dire que c'est le noyau de votre système d'exploitation, par exemple Linux, dans ce cas-là, qui va offrir l'isolation entre les différents conteneurs. Donc, vous allez avoir une empreinte qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est-à-dire que les conteneurs vont pouvoir démarrer plus rapidement, prendre beaucoup moins de mémoire et s'exécuter beaucoup plus efficacement. La différence fondamentale, c'est que vous allez avoir le même noyau qui est utilisé pour faire tourner à la fois la virtualisation et à la fois les conteneurs. Alors, on pourrait croire en gros que les conteneurs sont une sorte de remplacement et que fondamentalement, les conteneurs sont une évolution. Ce n'est pas du tout le cas. Les machines virtuelles et les conteneurs vont résoudre des problèmes différents. Si typiquement vous voulez avoir un système d'exploitation Windows qui tourne sur un Linux, ça ne va être possible qu'avec des machines virtuelles. Il y a certaines applications, certains logiciels qui s'exécutent très bien dans des VM et qui ne seront pas maintenus et qui ne seront pas modifiés pour être adaptés au conteneur. Et donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser des machines virtuelles pour les exécuter. Donc, les VM sont un moyen également d'exécuter des conteneurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des conteneurs qui s'exécutent au sein de machines virtuelles. Donc, il ne faut absolument pas voir les conteneurs comme un remplacement des machines virtuelles. Elles vont juste s'attaquer à des problèmes différents.
Donc, pourquoi on s'intéresse autant aux conteneurs aussi? C'est de pouvoir offrir une plus grande modularité. Typiquement et traditionnellement, avec les machines virtuelles, on avait souvent des monolithes qui étaient en place, c'est-à-dire l'ensemble des dépendances d'une application qui étaient mises tout ensemble, on les met dans une seule grosse VM, on les met sur un hyperviseur et vogue la galère. Le problème de cette approche, c'est que quand vous voulez faire une mise à jour, vous êtes obligé de tout mettre à jour ensemble. Une approche qui est plus légère et plus flexible, c'est celle des microservices. Les microservices vous permettent en fait d'avoir les composants de votre application qui sont séparés, qui sont isolés les uns des autres. Et cette isolation, en fait, elle est gérée par les conteneurs et va vous permettre d'avoir une plus grande flexibilité, notamment dans les mises à jour. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de mettre à jour un composant sans mettre à jour l'autre. Les conteneurs, c'est une très, très, très vieille histoire dans l'informatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème que les conteneurs attaquent, la solution que les conteneurs tentent d'apporter, c'est un problème qui existe depuis très longtemps en informatique, c'est comment on partage des ressources entre plusieurs utilisateurs. Au commencement de l'informatique, il y avait des grands mainframes avec des terminaux qui étaient connectés sur ces mainframes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire en fait que vous aviez plusieurs utilisateurs qui utilisaient les ressources en parallèle. Et s'il y avait un utilisateur qui faisait une erreur dans son code et qui causait, on va dire, un crash de la machine, tous les autres utilisateurs crashaient également. Donc, ces crashs, en fait, et ce manque d'isolation était un vrai problème. Et même dans les systèmes d'exploitation qui sont venus après, genre Windows 95, il y avait beaucoup de problèmes d'isolation entre différents processus. Et puis, petit à petit, différentes technologies sont venues en place pour permettre d'avoir une utilisation beaucoup plus isolée au sein d'un même système d'exploitation. Donc, au commencement, il y avait le chroot, puis après, les gels du système d'exploitation FreeBSD sont venus en place, puis les zones de Solaris, puis les cgroups et les namespaces au sein du kernel Linux, et enfin les LXC en 2008. Ça, c'est des technologies qui sont core, c'est des technologies de virtualisation qui permettent de rendre l'isolation avec des conteneurs possible. Mais le fait que ça soit possible ne veut pas forcément dire que ça va être très connu ou très utilisé. Et c'est pour ça, en fait, que la révolution des conteneurs, en fait, est venue avec Docker. Et ce que Docker a fait, c'est que ça a permis de donner une interface utilisateur simple et agréable à utiliser sur des technologies qui étaient auparavant peu connues et peu répandues. Et c'est ça vraiment la révolution des conteneurs qui s'est passée dans les années 2010. Ça a permis en fait de démocratiser l'accès à ces technologies de virtualisation et à les rendre disponibles pour le plus grand nombre. Donc, pour résumer sur les conteneurs, qu'est-ce que c'est les idées cœur qu'il faut retenir au sein des conteneurs? C'est que ça produit une isolation entre différentes applications, que c'est un moyen standard de déployer une application et que ça vous permet d'avoir une meilleure utilisation de vos ressources. Maintenant, on va passer à Kubernetes. Kubernetes, c'est un projet qui est relativement récent et qui a vraiment démarré une révolution d'une ampleur encore plus grande dans le domaine des conteneurs. Alors, on peut commencer par le nom. Donc déjà, Kubernetes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui vient du grec et qui veut dire pilote ou celui qui dirige le bateau. Kubernetes, ça a la même racine que gouvernement, qui a la même racine que cybernétique. Ça a ses mêmes origines. En gros, c'est un mot qui veut dire une sorte de gouvernement qui va diriger un bateau, quelque chose qui dirige quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a vu le jour initialement à Google comme un projet interne et qui est une plateforme d'orchestration de conteneurs open source. Donc, on va revenir sur chacun de ces mots. Kubernetes a été construit sur les leçons et les apprentissages que Google a eus dans le fait de gérer une plateforme de conteneurs et d'orchestration de conteneurs qui s'appelle Borg. Donc, à chaque fois que vous allez entendre parler de Borg ou de Omega, ce sont les projets internes à Google. Et un beau jour, les gens de chez Google se sont dit « Ah, ça pourrait être intéressant en fait de donner ce produit-là en open source ». Et c'est comme ça que Kubernetes est né. Et depuis le début, Kubernetes a été conçu comme une collection de logiciels qui sont faiblement couplés les uns avec les autres et qui permettent de déployer et de faire grandir des applications qui sont conteneurisées. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire concrètement? Tous les services au sein de Kubernetes sont nativement, ont un load balancer qui est natif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nativement, pour Kubernetes, vous allez pouvoir faire grandir et réduire la quantité de ressources que vous allez pouvoir donner à une application.
Donc, la capacité de pouvoir scale up et scale down, d'avoir un dimensionnement de vos ressources qui sont allouées à une application qui est dynamique, c'est vraiment une des fonctionnalités cœur proposées par Kubernetes. Ça va également vous permettre d'avoir du self-healing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez avoir un conteneur qui va être malade, qui ne va pas bien fonctionner, Kubernetes va le détecter, l'éteindre et en redémarrer un autre. Donc cette capacité de self-healing, je vais y revenir plusieurs fois, elle est vraiment essentielle pour comprendre Kubernetes. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous pouvez voir ça, vous pouvez voir Kubernetes comme une sorte de kernel Linux des systèmes distribués. C'est-à-dire que c'est une couche qui est sous-jacente, que vous n'allez pas utiliser directement, mais qui va vous permettre d'utiliser d'autres choses par-dessus qui vont vous rendre la vie beaucoup plus simple. Kubernetes va vous permettre d'abstraire le hardware que vous avez au sein de vos ressources cloud ou que vous avez sur vos ressources on-premise, donc c'est-à-dire qui sont sur votre lieu de travail, et va vous permettre de construire par-dessus une plateforme qui va être la même partout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décrire dans le vocabulaire de Kubernetes votre infrastructure et cette description, elle va être la même où que vous utilisiez Kubernetes. Kubernetes est fondamentalement une sorte de moteur, une sorte de thermostat qui va observer en permanence l'état observé de votre infrastructure et l'état désiré. Comme une sorte de thermostat. Quand vous avez un thermostat, vous le réglez à 23 degrés et après, c'est le boulot du thermostat de repérer s'il fait trop chaud ou trop froid et d'essayer de caler la température observée avec la température que vous allez désirer. La Kubernetes, c'est exactement la même chose. Ça va vous permettre de faire converger un état observé vers un état désiré. C'est vraiment un truc auquel je tiens beaucoup, qui est vraiment essentiel pour comprendre Kubernetes. C'est-à-dire que Kubernetes va essayer par tous les moyens possibles de faire converger votre cluster vers un état désiré. Typiquement, si vous dites Kubernetes, j'aimerais bien avoir 3 instances en bonne santé d'un Redis. Kubernetes va dire OK, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait 3 instances qui soient en train de tourner. Et si jamais d'aventure, il y a un conteneur qui ne va pas bien, à ce moment-là, Kubernetes va le détecter et va en redémarrer un autre. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire tout ça? Ça va vous permettre d'avoir de l'autoscale automatique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser à Kubernetes le soin de pouvoir faire grandir et réduire votre application automatiquement. Ça va vous permettre de pouvoir faire des déploiements blue-green. Je peux revenir après dans le détail si vous n'êtes pas familier avec le terme. Ça va vous permettre de pouvoir démarrer des jobs, de pouvoir faire des jobs qui sont réguliers, ce qu'on appelle des cron. Kubernetes va vous permettre de gérer aussi bien des applications qui sont sans état que des applications qui sont avec état. Ça va vous proposer également un moyen de faire de la découverte de services natifs, c'est-à-dire que les services au sein de Kubernetes vont pouvoir détecter où sont les autres services et pouvoir leur parler. Et Kubernetes permet de s'intégrer très facilement avec des applications de tierces. Mais plus important, et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Kubernetes va vous permettre d'avoir exactement la même API à travers à la fois le bare metal et n'importe quel cloud provider. Si vous avez une infrastructure qui est décrite au sein de Kubernetes, vous pouvez vous pointer chez n'importe quel vendeur de Kubernetes et ça marchera, puisque ça sera du Kubernetes qui sera natif dessus. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une plus grande vélocité quand vous allez faire vos déploiements, puisque Kubernetes va se charger d'une très, très grande partie de la gestion des opérations, du Ops, comme on l'appelle. Ça va vous permettre de faire grandir très facilement vos équipes logicielles et vos équipes en général qui vont pouvoir travailler de manière parallèle beaucoup plus efficacement. Et vous présentez une infrastructure qui est abstraite. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante. C'est que vous allez pouvoir gagner en efficacité et vous dire, je sais que j'ai des conteneurs, je veux juste les déployer dans un endroit et Kubernetes va s'en charger. Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est un orchestrateur. Donc, un orchestrateur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui a pour tâche de gérer d'autres logiciels. C'est un logiciel qui a pour tâche de gérer des nœuds. Et ces nœuds, en fait, c'est eux qui vont faire tourner vos charges de travail, vos conteneurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'orchestrateur, c'est le cerveau. C'est pas lui qui va vraiment faire le travail. Le vrai travail de déployer, d'avoir vos applications qui tournent, vont être faits au sein des nœuds. Et ces nœuds-là, ce sont les nœuds que vous allez gérer et que Kubernetes va gérer comme un cerveau qui contrôlerait un corps. Qui gère Kubernetes? Alors, Kubernetes, ce n'est pas Google qui le gère, c'est une fondation
qui est une fondation, fille de la fondation Linux Foundation, et qui a pour objectif de gérer Kubernetes de manière neutre vis-à-vis des vendeurs. Donc, le but de cette fondation, la Cloud Native Computing Foundation, ou CNCF, donc si vous entendez parler de CNCF, c'est la fondation qui possède Kubernetes, et leur but, c'est d'être aussi neutre que possible vis-à-vis des différents vendeurs, que ce soit Scaleway ou Google ou d'autres. D'un point de vue statistique et utilisation du projet, vous avez environ 55 000 étoiles sur GitHub, ce qui en fait un projet vraiment très remarqué. Vous avez plus de 2000 contributeurs différents sur Kubernetes, et encore plus si vous comptez les applications qui sont tout autour de Kubernetes. By far, enfin, par une très très large majorité, c'est le dépôt sur lequel il y a le plus de discussions. Vous avez une équipe Slack, enfin vous avez un Slack avec 70 000 personnes qui sont connectées dessus. Donc si vous avez des questions, si vous voulez vous connecter à la communauté Kubernetes, c'est vraiment un très bon endroit pour démarrer. Vous avez également des channels qui sont en français. Le channel de la traduction de la documentation de Kubernetes en français, il est également sur ce Slack. Vous avez le site de référence kubernetes.io qui est complètement open source et auquel vous pouvez contribuer également. Donc, c'est un projet qui est open source, qui est sous licence libre, qui est sous licence Apache et qui est vraiment très orienté vers un développement de communauté fort. Donc, les idées cœur qu'il faut retenir sur Kubernetes, c'est que c'est un orchestrateur de conteneurs, que c'est une plateforme qui va vous permettre d'avoir un paradigme déclaratif. Donc, paradigme déclaratif, ça veut dire que je déclare ce que je veux et c'est le boulot de Kubernetes de le faire arriver, comme un thermostat. Vous déclarez la température que vous voulez chez vous et le thermostat va le faire arriver. Bah, la Kubernetes, c'est pareil. Et c'est un standard à travers plusieurs vendeurs. Si vous allez vers différents cloud providers, que ce soit Scaleway ou d'autres, vous allez avoir la même interface qui va vous être proposée, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment du multi-cloud réel. C'est-à-dire pas du multi-cloud d'opératif. Vous allez vraiment pouvoir déplacer très facilement vos applications d'un vendeur à un autre. Donc maintenant que vous êtes super intéressé, excité et que vous voulez en savoir plus sur Kubernetes, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'architecture. Alors, c'est un schéma que je vais vous montrer souvent et qui est un schéma qui représente les différents composants de Kubernetes. Donc, au commencement, était l'administrateur. Donc, l'administrateur qui est tout en haut, vous pouvez le voir comme un humain qui va interagir avec Kubernetes. Donc, la manière avec laquelle on interagit typiquement, dont un administrateur humain interagit typiquement avec Kubernetes, c'est en utilisant le logiciel qui s'appelle kubectl. Donc, kubectl va envoyer des requêtes de commandes au cluster Kubernetes sur le plan de contrôle. Donc, après, on va rentrer dans le détail de tous les logiciels qui sont dans le plan de contrôle. Ce plan de contrôle, après, va donner des ordres aux nœuds et les utilisateurs finaux, donc ceux qui vont visiter vos applications, vont rentrer par un load balancer et après aller voir les nœuds. Donc ça, c'est vraiment les deux composants qu'il faut retenir. Donc, il y a un control plane qui est ici, donc un plan de contrôle, et après, des nœuds qui sont sur la droite. Et c'est sur les nœuds que les applications vont tourner. Donc, les end-users et les charges applicatives vont s'exécuter sur les nœuds et les administrateurs parlent au control plane. Donc, on va rentrer dans le détail. On va commencer par le control plane. Donc, le control plane, il y a plusieurs logiciels qui sont dedans. Vous allez avoir le Kube API Server, etcd, le Kube Controller Manager et le Kube Scheduler. Tous ces logiciels sont codés en Go. C'est pour ça que vous avez la petite mascotte du langage Go qui est ici. Et ces applications, enfin ces logiciels, s'exécutent au sein de ce control plane et vont recevoir des ordres de la part d'un kubectl ou d'une autre interface de communication à destination des administrateurs. Donc, on va commencer à regarder chacun de ces logiciels-là et rentrer un peu plus dans le détail. Donc, commençons par le Kube API Server. Donc, le Kube API Server, vous pouvez le voir comme l'interface REST vers toutes les ressources qui sont au sein de Kubernetes. Vous pouvez le voir comme la passerelle, la porte d'entrée pour contrôler votre cluster Kubernetes. Tous les clients, et j'insiste, tous les clients, toutes les applications, que ce soit des humains ou des logiciels qui veulent parler avec Kubernetes, doivent impérativement passer par l'API Server. Donc, l'API Server est le goulot d'étranglement par lequel vont passer toutes les commandes
qui sont à destination du contrôle de Kubernetes. Vous pouvez le voir ça comme une sorte de grand portier qui va se charger de vérifier que les ordres proviennent d'une personne qui est authentifiée, qui est autorisée à donner ces ordres-là. On va également valider que les requêtes sont valides, que c'est des requêtes qui sont bien formées, qu'à chaque fois qu'une mutation de l'état de Kubernetes va avoir lieu, qu'elle est autorisée. Et dans l'ensemble, vous pouvez le voir ça comme la porte d'entrée, vraiment, qui va gérer Kubernetes. C'est une interface REST. Fondamentalement, toutes les ressources au sein de Kubernetes sont des API REST. Et le Kube API Server, c'est le serveur qui va offrir ces API à disposition des différents utilisateurs. Bon, ça, c'est l'état de l'API Server. Et cet API Server, il est sans état. Donc, vous pouvez vous demander, où est stocké l'état dans ce cas-là? Il est stocké dans etcd. Donc, etcd, vous pouvez le voir comme la mémoire de Kubernetes. Donc, c'est là où l'état de Kubernetes est persisté. C'est le composant le plus sensible de Kubernetes parce que c'est l'endroit dans lequel va se passer la persistance en fait, des ordres que vous donnez au sein de Kubernetes. Donc, etcd, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données orientée clé-valeur qui est distribuée et qui va vous permettre d'avoir un moyen de garantir que même si un nœud du plan de contrôle tombe, même si un nœud qui contient un etcd tombe, que d'autres versions de votre information soient persistées. Donc, etcd est conçu pour être résilient aux pannes et implémente ce qu'on appelle le consensus. C'est-à-dire que quand vous allez enregistrer une valeur au sein de etcd, c'est le boulot de etcd de vérifier que cette information est propagée aux différents nœuds et de faire en sorte que quand vous allez interroger la base de données de nouveau, qu'il y ait consensus sur la valeur qui va vous être retournée, que vous n'allez pas avoir des inconsistances. Ça, c'est le boulot d'etcd. Donc, etcd, c'est la mémoire de Kubernetes. Puis après, vous avez le Kube Controller Manager. Alors, qu'est-ce que c'est le Kube Controller Manager? C'est le thermostat. C'est un contrôleur, donc c'est un logiciel, et sa seule tâche dans la vie, c'est de vérifier que l'état observé correspond à l'état désiré. C'est-à-dire qu'en permanence, il va observer votre cluster Kubernetes. Et s'il voit une différence, il va dire « Ah, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je mette l'API à jour, il faut que j'effectue un changement. » Donc, vous pouvez voir ça comme une sorte de contrôleur qui va inspecter en permanence le cluster et vérifier que son état observé correspond à l'état que vous avez décrit. Et enfin, vous avez le Kube Scheduler. Donc, le Kube Scheduler, c'est en gros l'agent logistique. Vous pouvez le voir ça un peu comme l'équipe événement qu'on a à Scaleway. Le Kube Scheduler, ça va être le logiciel qui est en charge de vérifier, OK, on nous a demandé de faire tourner 3 pods, alors on va les faire tourner ici, ici et là. Donc, le Kube Scheduler, c'est un peu l'agent logistique qui va essayer d'utiliser de manière aussi efficace que possible les ressources de vos différents working nodes, de vos différents nœuds. En particulier, le Kube Scheduler, il peut être assez malin et vous pouvez lui donner des précisions du style j'aimerais que ces conteneurs-là ne s'exécutent que sur ce type de nœud-là. Le Kube Scheduler est suffisamment intelligent pour comprendre ces ordres-là et les mettre en place. Donc, Kube Scheduler, l'agent logistique qui va être en charge de répartir les conteneurs de manière efficace. Donc, si on revient sur le petit schéma, qui doit être un peu plus clair pour vous, donc l'administrateur envoie des requêtes vers l'API serveur. L'API serveur est un logiciel qui est sans état. Il va mettre à jour le TCD pour persister la demande d'un utilisateur. Et après, le contrôleur manager et le scheduler vont parler à l'API serveur qui va interroger le etcd et renvoyer les différents ordres au contrôleur manager et au scheduler. Maintenant que l'état d'un point de vue control plane est correct, on va rentrer un peu plus dans le détail sur comment les nœuds interagissent avec l'API serveur et comment ils font tourner vos conteneurs, vos applications réelles. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les composants des nœuds. Alors, avant tout, je vais boire un coup parce que je parle beaucoup et j'ai la gorge un peu sèche. Donc, les composants des nœuds. Vous pouvez avoir des centaines, et certains en font même tourner des milliers de nœuds différents dans un cluster Kubernetes. Donc, vous pouvez vraiment avoir un très grand nombre de nœuds. Mais tous ces nœuds, ils ont tous en commun d'avoir 3 logiciels au minimum qui tournent, à savoir un kubelet, un kube proxy
et un Container Runtime Engine. Donc, on va rentrer dans le détail de chacun de ces logiciels. On commence par le kubelet. Le kubelet, vous pouvez le voir comme une sorte de contremaître, comme une sorte d'agent du cluster Kubernetes qui s'exécute sur le nœud. Donc, c'est un nœud qui est responsable de donner les ordres en provenance du cluster Kubernetes vers les différents autres composants qui sont dans le nœud. Donc, un kubelet, on comprend les ordres en YAML. Donc, le YAML, c'est un format de description. Je reviendrai après dessus. Et fondamentalement, le kubelet va parler en permanence avec l'API serveur pour savoir est-ce que je dois faire quelque chose de spécial ou pas. Et donc, le kubelet va être en charge de donner les ordres aux autres composants. Donc, un de ces composants, c'est le kube proxy. Le kube proxy, vous pouvez le voir comme la partie réseau et plombier au sein de chaque nœud. Donc, le kube proxy, ça va être le logiciel qui va être en charge de gérer toutes les règles réseau qui sont au sein de chaque nœud. Au sein de chaque nœud, vous allez avoir différents conteneurs qui vont s'exécuter et ils vont avoir une isolation d'un point de vue réseau et ils vont vouloir parler les uns avec les autres et donc gérer toute leur communication. Le kube proxy, c'est le logiciel qui va faire la plomberie pour connecter tel conteneur à tel autre conteneur, lui donner telle IP ou telle autre IP. Traditionnellement, on faisait ça avec des IP tables. Aujourd'hui, on utilise beaucoup IPVS et ça a vocation à grandir de plus en plus. Donc, kube proxy, plombier qui va gérer le réseau au sein d'un nœud. Et enfin, vous avez le Container Runtime Engine. Donc, c'est le logiciel qui va faire tourner les conteneurs pour de vrai. Donc, vous avez plusieurs runtime qui peuvent être utilisés. Donc, l'un des plus connus, c'est Containerd, qui est fourni par Docker. Et Containerd va être le démon qui va faire tourner différents conteneurs au sein de votre nœud. Vous avez d'autres alternatives puisque les conteneurs runtime en fait obéissent à une interface. Donc, n'importe quel logiciel qui remplit cette interface-là peut être utilisé comme Container Runtime Engine. Donc, vous avez CRI-IO, RKT, etc., etc. Mais retenez que le plus connu, c'est quand même Containerd et celui qui est fourni par Docker. Donc, si on revient encore une fois au schéma, donc les end-users, eux, ils se connectent sur un load balancer. Ce load balancer, je vais y revenir après, va parler en fait aux différents nœuds. Ils vont se connecter au kube proxy. Donc, le kube proxy, c'est la partie qui va gérer l'aspect réseau. Donc, qui va être en charge de dire, ah, bah, les end-users, ils vont venir avec telle adresse et en provenance de telle adresse IP. Donc, je vais les faire correspondre à telles adresses IP dans tel pod. Et le kubelet, c'est lui qui prend ses ordres en provenance de l'API serveur et qui va donner des ordres au runtime des containers. Et donc, ce que vous voyez en bleu ici, c'est là où vont s'exécuter les différents conteneurs. Et au sein de ces différents conteneurs, bah, vous allez avoir leur travail, leur application qui vont être servies au end-user. Donc voilà, control plane, le cerveau. Les nœuds, c'est la partie qui va vraiment faire le travail. Load balancer, qui va recevoir les requêtes des utilisateurs et après les forwarder au bon nœud. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant des différents concepts et des différentes ressources qui sont proposées au sein de Kubernetes. Mon but ici, c'est vraiment de vous donner les bonnes méthodologies, les bons cadres pour comprendre Kubernetes. C'est très facile de se perdre dans Kubernetes. Mon objectif ici, c'est d'essayer de vous guider du mieux que je peux pour que vous ayez les bons réflexes et que vous ayez la bonne mentalité pour gérer votre exploration et votre apprentissage de Kubernetes. On commence par les API et les object models. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout dans Kubernetes est API. Donc, de la même manière que dans Unix, tout est fichier, dans Kubernetes, tout est API. Donc, vous avez une API REST qui est vraiment la clé de voûte de tout Kubernetes. Donc, tout au sein de Kubernetes est un API Object. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un API Object? C'est un objet qui vit au sein d'un groupe. Donc, ces groupes, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'avoir un objet qui peut être très simple à utiliser et très simple aussi à étendre. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de pouvoir avoir différents objets, je vais y revenir après, mais vous pouvez avoir différents objets qui sont à différents niveaux de maturité et qui vont être isolés les uns des autres d'un point de vue logique, d'un point de vue API, par ces API groupes. Donc, ça va être très, très simple d'utiliser de nouvelles API et de garder celles que vous avez déjà.
Donc, les API, en fait, elles ont différents niveaux de maturité parce que Kubernetes est un projet qui est en vie, qui grandit. Et donc, vous avez différents niveaux de maturité dans les différents objets que vous pouvez utiliser au sein de Kubernetes. Tout au sein de Kubernetes obéit à des API. Et donc, ces API sont à différents niveaux de qualité, à différents niveaux de stabilité. Vous avez les API qui sont considérées comme alpha, qui sont très nouvelles, très expérimentales, mais avec des fonctionnalités qui peuvent être très avancées et vous intéresser. Vous avez des API qui sont en bêta, qui sont considérées grosso modo comme stables, mais qui peuvent changer d'aventure, et des API qui sont considérées comme stables et qui ne changeront pas à travers le temps. Et elles sont isolées les unes des autres à travers non seulement leur groupe, mais également les versions et après la ressource en question. Donc, retenez qu'il y a beaucoup d'objets au sein de Kubernetes. Vous pouvez même créer les vôtres et que fondamentalement, différents objets ont différents niveaux de maturité, un peu comme différents logiciels ont différents niveaux de maturité également. Donc, cet objet, comment vous pouvez le voir? Vous pouvez voir un objet comme une sorte d'enregistrement d'une intention. C'est-à-dire que quand vous allez donner un ordre à Kubernetes, Kubernetes va recevoir cet ordre-là et va peut-être créer d'autres objets qui décrivent ce que vous voulez. Je vais revenir dans le détail après sur ces points-là, ça peut vous paraître un peu fumeux, mais je vais revenir là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les objets qui vont être créés dans Kubernetes, que ce soit par des humains ou que ce soit par des contrôleurs, ils obéissent tous aux mêmes règles, à savoir qu'ils ont une API version, qui sont d'un certain type, et qu'ils ont un nom et qu'ils vivent au sein d'un namespace, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces différents objets, ils sont tous construits sur la même manière, ils sont décrits de la même manière. Ils sont de différents types, mais vous pouvez les lire de la même manière. Vous allez les lire notamment en YAML. Dans Kubernetes, vous allez voir énormément de fichiers YAML. C'est pas un hasard. En fait, c'est relativement facile pour des humains de lire du YAML. Et fondamentalement, que ça soit à travers des fichiers de configuration ou des descriptions d'objets, vous allez avoir du YAML qui va être un peu à tous les étages. Et le YAML, c'est un langage de description. Si vous connaissez JSON, c'est à peu près dans le même style. Fondamentalement, tous les objets qui vivent au sein de Kubernetes sont décrits en YAML. Donc maintenant que je vous ai parlé depuis maintenant plusieurs minutes de ces objets, on va rentrer un peu plus dans le détail et je vais vous parler de certains objets qui sont cœurs. Mon but n'est pas de vous parler de tous les objets qui existent, parce que cette présentation ferait 2 heures si je devais vous parler de tous les objets. Les objets Kubernetes, c'est un peu comme des Pokémon. Il y en avait 150 au début, et puis après, à chaque édition, il y en a toujours de plus en plus, et ça grandit de plus en plus, et il y en a que vous aimez bien, il y en a d'autres que vous voulez garder, etc. Mon but ici, c'est de vous présenter que les objets cœurs qui sont vraiment les plus significatifs. Donc, ces objets cœurs, c'est les pods, les namespaces, les services, les sélecteurs et les labels. Donc, ça peut vous paraître un peu étranger pour le moment, mais je vais revenir dans le détail de chacun de ces objets pour que vous compreniez à quoi ils servent et pourquoi Kubernetes les utilise. Donc, c'est vraiment les objets qu'il faut vraiment comprendre. On commence par les namespaces. Alors, le namespace, vous pouvez le voir ça comme un cluster virtuel au sein de votre cluster. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans une université, que vous avez un cluster Kubernetes pour faire tourner toutes les applications de votre université, et vous avez différents départements. Vous avez le département de biologie, le département de maths, les administrateurs, les comptables, etc. Et vous voulez avoir une isolation entre les différents administrateurs de ces différents départements. De la même manière, vous êtes dans une boîte et vous avez différentes divisions, différentes succursales, et vous voulez offrir une isolation entre ces différentes succursales. Eh bien, les namespaces vont vous permettre de faire ça. Un namespace, c'est une sorte de cluster logique et vous allez pouvoir assigner des objets au sein d'un namespace avec des politiques particulières, des contrôles d'accès particuliers et essentiellement, vous allez pouvoir décrire vos ressources au sein d'un namespace. Donc ici, j'en ai décrit un en YAML. Donc là, vous avez la description YAML avec le type d'objet qui est de kind namespace. On lui donne le nom prod et on lui donne le label app égale mybigweb-app. Et après, dans kubectl, vous pouvez récupérer ce name server prod, ici, donc c'est le nom prod qui est là, et avec les labels app mybigweb-app, app mybigweb-app. Donc un namespace, c'est un cluster virtuel dans lequel vous allez pouvoir mettre différents objets avec différents contrôles d'accès, avec différents utilisateurs. Vous avez des namespaces par défaut, c'est-à-dire que si vous faites rien, vous allez avoir le namespace par défaut qui est créé.
Les pods du control plane dont je vous ai parlé avant, donc etcd, API Server, c'est eux-mêmes des pods qui eux-mêmes vivent au sein de Kubernetes et qui eux-mêmes vivent au sein d'un namespace qui s'appelle le kubesystem. Donc retenez que les namespaces existent par défaut et que vous avez un namespace qui s'appelle default qui est créé quand vous démarrez votre cluster. Maintenant, on passe au pod. Alors, le pod, c'est probablement l'objet le plus important à retenir. Vous allez entendre ce mot de pod très régulièrement au sein de Kubernetes, donc vraiment, soyez très attentifs parce que c'est l'objet qui est le plus important parce que c'est lui qui va vraiment faire le boulot. Le pod, c'est une unité atomique de travail. Atomique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit elle existe complètement, soit elle n'existe pas complètement. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. De la même manière qu'une requête dans une base de données, elle est soit faite, soit pas faite, bah là, un pod, il est soit en état running, soit il ne l'est pas. Mais vous ne pouvez pas avoir un conteneur qui fonctionne et un autre conteneur qui ne fonctionne pas. Soit tout le pod fonctionne, soit rien ne fonctionne. Donc, c'est le Lego de base de Kubernetes. C'est-à-dire que toute votre charge, toutes vos applications, à la fin, vont se résumer à un pod qui tourne quelque part. Vous pouvez avoir plusieurs conteneurs au sein d'un même pod. Et un pod, c'est un partage de volume, un partage de réseau et plus généralement un contexte dans lequel différents conteneurs vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un pod, vous pouvez mettre plusieurs conteneurs et que ces conteneurs vont partager la même adresse IP, les mêmes volumes et vont être traités comme une équipe, comme une unité qui soit marche complètement, soit ne marche pas. Ce qu'il faut retenir sur les pods, c'est qu'ils sont éphémères. C'est-à-dire que pour Kubernetes, le fait qu'un pod plante, c'est pas grave. On va en redémarrer un autre. De la même manière que c'est pas grave si jamais il y a s'il y a un problème qui se passe au sein d'un pod, Kubernetes ne va pas se poser de questions à essayer de réparer le pod, il va complètement le virer et en démarrer un autre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les pods n'ont pas vocation à vivre éternellement, ils ont vocation à être l'endroit dans lequel le travail va se faire, mais ils n'ont pas vocation à vivre pour toujours. Donc, si on décrit un pod, ça ressemble à ça. Donc, c'est un YAML, encore une fois. Donc, vous pouvez voir kind pod. Donc, ce pod, il s'appelle pod exemple. Et il y a plusieurs conteneurs. Dans ce pod-là, il n'y a qu'un seul conteneur, mais ici, il y en a deux. Donc, dans container, vous pouvez voir qu'il y a une liste, pour le moment composée d'un seul élément. Et donc, dans ce pod, il y a un seul conteneur qui s'appelle Nginx et qui fait tourner l'image Nginx Stable Alpine et qui va offrir le port 80. Ici, vous allez avoir deux conteneurs, Nginx et Content, qui vont tous les deux s'exécuter. Donc, pour ce pod-là, vous allez avoir deux conteneurs. Donc, les pods, c'est l'objet de base dans Kubernetes. C'est une unité de travail atomique. Soit il y a le pod entier qui fonctionne, soit il n'y a rien qui fonctionne. Et ça va vous permettre de faire tourner vos applications. On passe aux labels. Alors, les labels, c'est des clés-valeurs. C'est une paire de clés-valeurs que vous pouvez mettre sur n'importe quel objet. Donc, un objet existe au sein de Kubernetes, vous pouvez mettre des labels dessus. Ça peut être des pods ou ça peut être des nœuds. N'importe quel objet au sein de Kubernetes, vous pouvez mettre des labels dessus. Donc, par exemple, ici, sur mon pod, j'ai mis deux labels, app égale Nginx et environnement égale prod. Sur mon host, ici, j'ai mis un label GPU égale NVIDIA. Donc, les labels, c'est des tags, clés, valeurs, que vous pouvez mettre sur n'importe quel objet au sein de Kubernetes. Donc, vous pouvez vous dire, mais pourquoi on fait ça? Pour avoir des sélecteurs. Ces sélecteurs, ils vont pouvoir sélectionner très efficacement telle ressource à tel label, donc je vais lui appliquer un traitement particulier. Donc ici, vous avez un pod qui va avoir les labels app égale Nginx et environnement égale prod. Et vous pouvez spécifier au sein d'un pod que vous voulez qu'il s'exécute avec un node selector. Donc si par exemple sur votre node, il y a les tags GPU comme clé et comme valeur NVIDIA, ben, Kubernetes va comprendre, en fait, il veut faire tourner ce pod uniquement sur un nœud dans lequel il y a GPU égale NVIDIA. Petit schéma. Si vous avez un pod ici et vous lui avez spécifié GPU égale NVIDIA, Kubernetes va comprendre ce pod doit tourner sur un nœud host A dans lequel
les labels sont GPU égale NVIDIA. Et en particulier, si vous avez un autre nœud sur lequel vous avez par exemple un GPU égale AMD, vous avez la garantie que Kubernetes ne fera jamais tourner ce pod-là ici. Jamais. Parce que ça ne matchera pas le sélecteur. Donc, ces sélecteurs sont extrêmement flexibles. Vous pouvez mettre des labels, vous pouvez mettre autant de labels que vous voulez sur autant de ressources que vous voulez pour décrire à peu près ce que vous voulez et utiliser des sélecteurs pour faire correspondre vos différents pods à ce que vous voulez. Donc, vous pouvez me dire, mais OK, les pods, ils sont bien rigolos, mais fondamentalement, ils peuvent crever à n'importe quel instant. Donc, c'est quand même pas la fête. Et comment on peut avoir quelque chose qui est consistant et qui se maintient au travers le temps? Bien à travers les services. Un service, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre en fait d'avoir une sélection sur des pods qui restent constantes à travers le temps. C'est-à-dire que si vous dites par exemple app égale Nginx et environnement égale prod pour ce service-là, ce service va être suffisamment intelligent pour dire tous les pods qui matchent app égale Nginx et environnement égale prod, bah, je vais envoyer du trafic sur chacun de ces pods-là. Donc même s'ils sont sur des nœuds différents, le service va se débrouiller pour faire en sorte que votre trafic soit acheminé vers les différents pods qui ont app égale Nginx et environnement égale prod parce que c'est la définition de ce service-là. Donc, c'est une manière d'accéder aux différents pods et c'est une ressource qui est durable, à savoir not éphémère. Les pods peuvent crever, le service restera en vie. Le service est maintenu et peu importe si un pod crève, il sera redémarré par Kubernetes, mais le service, lui, il continuera à vivre. Donc, c'est ça la manière de garantir de la persistance au sein d'un cluster Kubernetes, c'est de dire, on va labelliser les différents pods et dire au service, bon, maintenant, tous les pods qui matchent ce sélecteur-là, tu envoies du trafic sur eux. Et en particulier, on peut vous offrir, Kubernetes peut vous offrir du DNS là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez un service name qui s'appelle foobar et qui vit dans default, par exemple, ben, foobar.default.svc.cluster.local, c'est un nom DNS qui va vous pointer automatiquement vers ce serveur, vers ce service-là. Donc, c'est un moyen unifié d'accéder à n'importe quelle ressource. N'importe quelle ressource et n'importe quel pod qui est basé sur un sélecteur. Donc, un service, c'est un sélecteur sur un certain nombre de pods. Et après, kubeproxy se débrouille pour faire en sorte de faire la plomberie entre votre service et les pods. Et si des pods tombent, ont un problème, Kubernetes les vire, les remplace par des nouveaux, et c'est kubeproxy qui se charge de refaire la plomberie. Donc, retenez que les services, c'est un moyen d'acheminer du trafic vers vos pods. Donc, maintenant qu'on a vu les composants de base, on va essayer de voir à quoi ça ressemble d'un point de vue applicatif. Donc, je suis un peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer. Donc, je vous ai parlé de scale up et de scale down au sein de Kubernetes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand vous avez un service que vous voulez faire grandir, par exemple, imaginons que vous voulez 3 réplicas d'un pod, donc c'est-à-dire 3 copies identiques d'un même pod, vous pouvez utiliser un objet qui s'appelle un réplica set. Donc, un réplica set, le but de cet objet dans la vie, c'est de garantir qu'il y ait, par exemple, 3 pods qui sont toujours en train de tourner. Et si un pod crève, c'est le réplica set c'est le boulot du réplica set de vérifier qu'il y a 3 pods qui sont en train de tourner et de les faire tourner. Donc, retenez, un réplica set, c'est un objet intermédiaire qui se place au-dessus du pod et qui va être en charge de vérifier si un pod tourne ou pas. Et s'il ne tourne pas, c'est le réplica set qui va se débrouiller pour parler à l'API serveur pour faire en sorte que le pod s'allume. Donc, vous pouvez me dire, ah, bah, c'est cool, mais fondamentalement, moi, mon application, je la déploie régulièrement et mon boulot, c'est pas juste déployer 3 copies d'un même nœud. Mon boulot, c'est également de gérer des déploiements. Eh bien, bonne nouvelle, parce que Kubernetes gère ça nativement à travers un objet qui s'appelle, surprise, un déploiement. Donc, un déploiement, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de faire matcher une version d'un logiciel avec un réplica set. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'un déploiement vous offre nativement un rollback et la capacité de pouvoir déployer une application nativement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que le déploiement va créer un réplica set. Ce réplica set va avoir un hash et c'est le déploiement qui va gérer les transitions entre différents réplica sets qui matchent différents pods avec différentes versions. Ça peut paraître pas clair, j'ai un exemple. Donc, imaginons le cas suivant. Vous avez un déploiement avec un réplica set R1 et 3 pods. Donc, vous avez une version de votre application
qui est en 3 répliques, donc 3 pods complètement identiques qui font tourner 3 versions identiques de votre application, et vous voulez passer à une nouvelle version à travers ce qu'on appelle un rolling update. Qu'est-ce qui va se passer pour Kubernetes? Kubernetes va d'abord créer un réplica set R2 vide, puis va créer un pod avec votre nouvelle version, la version V2, puis un deuxième pod, en supprimant un premier pod qui était dans le premier réplica set R1. Donc, notez que vous, en tant qu'administrateur, vous avez juste utilisé le déploiement, vous n'avez pas du tout touché les réplica sets, c'est le boulot du déploiement de gérer ça au niveau. L'administrateur va uniquement gérer des déploiements et ne va pas du tout gérer les réplica sets. Puis, à mesure que les pods apparaissent dans les réplica sets R2, ils vont se faire supprimer des réplica sets R1. Et à la fin, il n'y aura plus du tout de pods dans le réplica set R1 et il y aura juste les pods dans le réplica set R2 avec la bonne version. De cette manière, à la fin, vous avez un réplica set R1 qui est complètement vide et le déploiement qui va juste gérer votre version de ce logiciel-là. Donc, pourquoi on a gardé le réplica set R1? Au cas où on veut faire un rollback, on a moyen de revenir en arrière et de faire réapparaître les différents pods. Donc, on pourrait réinverser ce temps-là et en revenir à une version R1 si jamais on avait fait une erreur. Donc, le déploiement va permettre de donner aux administrateurs uniquement ce qui les intéresse, à savoir gérer une version d'un logiciel donné et absolument pas de gérer les différentes réplica sets qui vont être gérées automatiquement par Kubernetes. Et vous avez aussi la possibilité de faire du horizontal pod auto-scaling, c'est-à-dire que le déploiement peut aller plus loin et va vous permettre également de faire grandir et réduire les conteneurs que vous avez en fonction de métriques qui sont observées au sein de votre cluster. C'est-à-dire que Kubernetes va pouvoir détecter si jamais vous avez une charge de plus de 80% pendant un certain temps, on va pouvoir faire apparaître d'autres répliques de pods et faire grandir votre déploiement automatiquement sans que vous ayez quelque chose à faire. Cette présentation est maintenant terminée. Il y a énormément de choses que je n'ai pas couvertes parce que c'est beaucoup d'informations et mon but n'est pas de vous noyer à travers les différents objets, mais mon but était de vous montrer ce que permet de faire Kubernetes et je suis disponible pour vos questions. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup, Rémi.